Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet délicat. Un film qui a tenté de convaincre toute une génération qu'avoir un petit ami avec plus de red flags qu'un défilé du 1er mai était en fait le summum de la romance. Oui, nous allons parler de 50 nuances de Grey. Et avant que quelqu'un ne pose la question, on m'a mis au défi de le faire sans utiliser mon vocabulaire habituel. Alors préparez-vous à une analyse grand public, disons. Ce serait un exercice de créativité, presque si grand que celui de l'héroïne qui essaie de se trouver une personnalité. Commençons par le commencement, là où toutes les bonnes histoires, et celle-ci aussi, commencent. On rencontre Anastasia Steele. Son nom seul trahit déjà qu'elle est l'héroïne d'un livre que quelqu'un a probablement écrit sur le bloc-notes de son téléphone. Elle est étudiante en littérature, ce qui est le code universel au cinéma pour dire « cette personne n'a la moindre idée de ce qu'elle va faire de sa vie, mais elle aime avoir l'air intelligente ». Elle est timide, maladroite et s'habille comme si la mode s'était arrêtée en 1998 et que personne ne l'avait prévenue. En gros, c'est une toile blanche, un tableau noir qui attend que quelqu'un arrive avec une craie coûteuse pour y attirer quelque chose. Sa vie est d'une tranquillité absolue, jusqu'à ce que sa colocataire, qui est apparemment la seule personne avec une once d'initiative, tombe malade et ne puisse pas interviewer un mystérieux milliardaire pour le journal de l'université. Et là, bien sûr, c'est Anastasia qui s'y colle. Elle se rend toute nerveuse dans l'immeuble le plus générique et le plus cher que l'argent puisse construire pour rencontrer ce fameux Christian Grey. Et ici, mesdames et messieurs, la magie opère. L'interview est un festival de gêne. Elle trébuche, pose des questions qu'il trouve clairement ennuyeuses à mourir et passe son temps à mordiller le bout d'un crayon comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. Et lui, Christian Grey, le milliardaire tout-puissant, au lieu d'appeler la sécurité pour demander à cette créature étrange de sortir, il est intrigué. Oui, apparemment, dans le monde des super riches, voir une personne normale agir de manière un tant soit peu humaine est un spectacle exotique, un peu comme aller au zoo. Son manque de savoir-vivre est la chose la plus séduisante qu'il ait jamais vue. Cela en dit long sur les gens qu'il a l'habitude de fréquenter. Après cette interview désastreuse, il décide qu'il ne peut pas vivre sans cette fille. Et comment s'y prend-il? En envoyant des fleurs? En l'appelant? Non, il débarque dans le magasin de bricolage où elle travaille. Oui, le milliardaire qui dirige un empire mondial prend un après-midi de congé pour aller acheter du ruban adhésif? Et bien sûr, il le fait juste pour la voir. Ce n'est pas de la romance, c'est ce qui arrive quand on a beaucoup trop de temps libre et le GPS du téléphone de la personne. Si un type normal faisait ça, ce serait un motif pour une ordonnance restrictive. Mais comme il arrivait en hélicoptère, c'est considéré comme un grand geste. À partir de là, le film se transforme dans une sorte de documentaire sur la façon dont l'argent peut transformer des comportements extrêmement discutables en quelque chose de romantique. Il lui envoie des livres rares. Cool. Il lui achète une nouvelle voiture parce que celle-ci est vieille. Suspect. Il débarque de nulle part dans un autre état parce que il s'inquiétait. Bizarre. Il commence en gros à gérer sa vie. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il paie les factures avec une carte de crédit sans limite. Le grand tournant, le sombre secret de notre héros, c'est qu'il ne fait pas dans la romance. Il a, disons, des goûts particuliers. Et pour initier Anastasia à ce monde, il n'a pas une conversation normale, comme les gens qui communiquent. Il lui présente un contrat. Un document juridique avec des clauses de confidentialité, des conditions de service et probablement une section foire aux questions. C'est la relation la plus bureaucratique de l'histoire du cinéma. Il ne veut pas une petite amie. Il veut une employée du mois avec des avantages différents. Et c'est là que la satire culturelle, non intentionnelle, du film brille. Nous vivons dans une société qui idéalise l'idée d'être sauvée par quelqu'un avec plus de ressources. Anastasia, qui a du mal à payer son loyer, se retrouve soudain avec un homme qui lui offre un monde de luxe. La seule chose qu'elle doit faire en échange est de signer le contrat et de renoncer à toute notion de spontanéité. Le film vend ça comme un dilemme romantique, mais en réalité, c'est une négociation de start-up. Il est le business angel et elle est l'entreprise individuelle qu'il veut acquérir. Tout le conflit du film, c'est Anastasia qui pèse les pour et les contre. D'un côté, une vie normale, avec ses livres et sa voiture qui fonctionne à peine. De l'autre, un beau milliardaire qui a un hélicoptère, un pianiste à domicile et une chambre secrète qui ressemble à un magasin d'articles de sport très spécifique. On la regarde se demander « Est-ce que ça vaut le coup ?» pendant près de 2 heures. Et Christian ? Il est l'humanisation par le malheur poussé à l'extrême. Il est présenté comme un homme puissant et en contrôle. Mais en réalité, c'est un enfant qui n'a jamais appris à gérer ses propres émotions. Il ne peut pas avoir de relation normale, alors il crée un environnement super contrôlé où il dicte toutes les règles. Son passé sombre est utilisé comme excuse pour tout. Il est contrôlant ? C'est la faute du passé. Il est émotionnellement détaché ? C'est la faute du passé. Il ne mange pas son petit déjeuner? C'est probablement aussi la faute du passé. Il est la preuve qu'une thérapie est plus importante qu'un jet privé. Les scènes qui devraient être le summum de la tension romantique finissent par être comiques par leur artificialité. La scène du planeur, par exemple. Il l'emmène voler pour lui montrer ce que c'est que de s'abandonner au contrôle. C'est une métaphore aussi subtile qu'un bulldozer. Ou quand il essaie de lui apprendre les vins et les plats chers, et qu'elle a juste l'air perdue. Le comique vient du contraste entre son monde à lui super fabriqué et aseptisé, et son monde à elle, qui est simplement normal.
À la fin, après beaucoup d'hésitation, elle lui demande de lui montrer le pire de ce qu'il peut faire pour vraiment comprendre dans quoi elle s'engage. Il le fait, et elle, choquée, décide que ce n'est pas pour elle et s'en va. C'est le premier acte d'autonomie véritable qu'elle a dans tout le film. C'est comme si, après une longue période de fièvre, elle se réveillait et pensait « Vous savez quoi? Je crois que je préfère ma vieille voiture et ma vie sans contrat de relation. » 50 nuances de Grey n'est pas une histoire d'amour. C'est une fable sur le pouvoir, sur la façon dont l'argent peut déformer la perception de ce qui est acceptable et sur comment parfois le fantasme le plus fou peut sembler tentant quand votre réalité est de payer des factures. C'est un film qui se prend beaucoup trop au sérieux et c'est précisément pour cela qu'il devient une comédie intentionnelle. Il essaie d'être profond et transgressif, mais il finit par n'être qu'un guide sur comment ne pas commencer une relation. Et en fin de compte, il nous reste la leçon la plus importante de toutes. Si un milliardaire débarque dans votre vie avec un contrat, lisez les petites lignes. Et peut-être, juste peut-être, appelez un avocat avant d'accepter un tour en hélicoptère. Voilà, c'était l'analyse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici sans ressentir un frisson de gêne, félicitations. Maintenant, si vous le permettez, je dois regarder quelque chose avec un peu plus de substance, comme une compilation de vidéos de chats qui tombent des meubles. Ah, et vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Cliquez sur le pouce bleu juste en dessous, abonnez-vous, faites tout le rituel habituel. L'algorithme a besoin d'être nourri et aujourd'hui, il s'est nourri de romances d'entreprise. À la prochaine!